Voilà, ben voilà, c'est parti pour ce ZCL, ce mardi, jour de grève en France. C'est un peu chaud en ce moment. En Guadeloupe aussi, la mobilisation est importante. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec des interviews des syndicats de l'éducation. Maxime Morel était sur place. La mobilisation générale, interview de différents syndicalistes, Favel, d'Ivoine, Maroudin, de Mouta. Tout ça, Olivier Félix était dans le rectorat signature donc les contrats locaux d'engagement avec la rectrice. C'était hier, on en parlera aussi. Puis le bus parental de la ville du Gossier, les pros de la rencontre des parents. Sinon, nos invités, la première est déjà là. C'est notre poétesse showwoman, Chantal Gleb. Bonjour. Salut, bonjour, merci de me recevoir sur Canal 10. Toujours un plaisir d'être présente avec toi. Voilà. Bon, l'accueil est réciproque. Edwina démarre sera un peu plus tard avec nous. Elle va parler on va le dire tout de suite parce que c'est comment se faire accompagner d'un expert comptable, quelles sont ses missions, son rôle, très important. Si vous avez une entreprise, on en parlera. Damien Théophile, eh bien, c'est un super pianiste, il fait donc un spectacle dans les jours qui viennent, un compositeur-interprète classique, mais aussi très caribéen. On va le recevoir dans un instant. Et puis on va terminer avec Barbara Montpierre, la chronique à la rencontre de son. Voilà un petit peu le programme. Merci d'être avec nous en direct dans le ZCL, sur la radio aussi. Et on va faire un petit focus très rapidement sur le décès un peu surprenant d'Amélie Hernandez, qui a été pendant quelques années... bien sûr, il a une carrière politique. Il a commencé en 95 comme conseiller municipal au Gosier. En 97, il devient président du SIAG. Il le restera juste pendant 17 ans. Il sera forcé de démissionner en 2014 puisqu'il y a eu une affaire du SIAG, vous le savez. Il était un petit peu, entre guillemets, embêté par cette affaire. Il est décédé hier, subitement, en République dominicaine, à l'âge de 73 ans, d'un AVC. Il avait été vacciné. Je ne sais pas si c'est lié, mais enfin, on m'a dit de le préciser. Voilà. Que son âme repose en paix, comme on dit. C'est un homme très sympathique, très ouvert. On l'appelait Mémé. Il aimait beaucoup discuter, rigoler. C'est un homme très vivant. Alors, on reçoit une poétesse, mais avant, il faut dire que cette dame n'est pas que poétesse, puisqu'elle était venue ici il y a quelques semaines déjà, quelques mois même. Chantal Clem, elle a sorti un ouvrage qu'on connaît. Moi, Lumina Sophie, elle avait à partir d'une histoire particulière de la Martinique des années 1970, après l'abolition de l'esclavage. Cette dame Lumina est très connue là-bas. C'est presque l'équivalent de Solitude pour la Guadeloupe. Et donc, elle avait écrit un roman à partir de la biographie de cette personnalité qui a marqué l'histoire de la Martinique, qui marque toujours l'histoire de la Martinique. Et attention, avec préface de Raphaël, notre ami Raphaël Confiance. Je ne sais pas s'il regarde en ce moment, si regardé Raphaël, salut. Et donc, un roman plutôt biographique. Et puis, subitement, on apprend que cette dame aussi est poétesse et elle est venue en Guadeloupe dans le cadre d'une saison de la poésie. Ici, elle a fait déjà un show à Petit Canal à Port-Louis, à la maison, à la médiathèque. On verra un petit extrait tout à l'heure. Et elle va nous raconter un petit peu comment on passe de l'écriture romanesque à la poésie. Ben écoute, je ne sais pas comment on passe de l'écriture romanesque à la poésie. Je crois que on aime les mots, on se plaît à jouer avec les mots et on essaie d'en fait de traduire, de transmettre les mots dans la musicalité, dans l'intonation, dans le sens qu'on veut leur donner. C'est ça la folie et la magie des mots que je trouve absolument extraordinaire. Et c'est ça le talent du poète, c'est ça le talent du romancier, si tu veux, c'est de pouvoir inventer, créer des histoires, faire rêver, aller dans l'imaginaire, donner de l'espérance, susciter une réaction. Vous savez, il y a une interaction en fait entre les sens, entre le fait d'écouter, entre le fait de recevoir, de percevoir. C'est toute cette magie-là qui se développe au travers des mots et c'est ce fil-là que, en fait, l'écrivain, le romancier, le poète, en tout cas, essaie de transmettre, essaie de nouer avec la personne qui sera au contact de ces mots. Alors, désormais, on peut dire Chantal, c'est une poétesse. Je n'aime pas les étiquettes, en fait. J'aime bien Chantal, tout simplement. Mais tu me connais, tu sais que je n'aime pas les étiquettes. C'est nous enfermer, en fait, dans des boîtes, dans des tiroirs. Et je pense que le domaine de l'art dépasse et transcende tout cela. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, tu as reçu un pianiste, tu vois. Mais il a cette magie de jouer avec les notes, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir transcender les choses. On a un événement très clair. Quand tu vois que Mandela est en prison, oui. Tu as les concerts Free Mandela qui vont se passer un peu partout. Et ça va totalement être une onde de choc culturel qui va amener
amener à la libération, qui va beaucoup jouer, qui va vraiment peser justement dans le débat. Et il faut que l'art, justement, notamment la poésie, retrouve cette place d'expression, cette place de, comment je vais dire, de transmission. On a envie de dire quelque chose, juste pas de dire des mots pour dire des mots, mais je pense qu'on peut justement toucher les gens, les amener à une prise de conscience, en fait. Et j'adore le fait que le poète puisse imaginer cela. Oui, alors je dis ça pourquoi? Parce que quand on voit ton récital de poésie, il y a les mots, mais il y a aussi tout l'aspect physique, la personnalité. Et ça aussi, ça me rappelle, je le dis, enfin, c'est un ami martiniquais que j'ai qui se disait 10 heures de parole. Je vais parler de Joby Bernabé, oui, qui avait une façon d'exprimer ses textes. Oui. Et jusqu'ici, j'avais pas vu de femme qui... J'ai pas envie de dire qu'il faisait du Joby, mais en fait, on sent quand même... Non, c'est pas la même chose, puisque tu es une femme, mais on sent quand même qui au-delà de l'émotion, des mots, mais il y a aussi quelque chose qui sort des tripes. Oui, mais évidemment, tu sais, je pense que l'artiste est quelqu'un de sincère, fondamentalement. Tu vois, on ne peut pas toucher le cœur sans sincérité. On ne peut pas atteindre l'autre sans sincérité. On ne peut pas toucher l'autre sans sincérité. Les gens reconnaissent les gens qui leur parlent sincèrement. Donc, effectivement, là, à ce moment-là, la porte d'entrée, le contact se fait. L'artiste, c'est quelqu'un profondément doué de cette sensibilité-là. Il a envie d'aller et en fait d'effleurer le cœur de l'autre. C'est là toute la magie. J'ai envie de te dire toute la sensualité des choses qui se passent dans le bon sens. Mais voilà. Mais aussi, je pense aussi que dans notre culture effectivement afro-caribéenne, nous avons aussi cette façon de nous mouvoir. Nous avons cela dans notre sang. Nous avons ça dans notre veine. Et on ne peut pas en fait les lider ou bien faire comme si... C'est ce que les Américains appellent soul. Oui, mais sans doute, évidemment. Mais quand tu vois effectivement ces révolutions afro-américaines qui se passent, etc., mais ça passe par ce... tu vois, ça sort, ça monte effectivement, et ça sort pour s'exprimer. Et tu as eu ça avec les forces du gospel, avec la manière de les mettre, tu vois. Hey, Moses, let my people go, tu vois. Il y a toujours une sorte de théâtralité, parce qu'en fait, tu vois, tu vas à la Nouvelle-Orléans, tu vas voir un peu les enterrements, la façon de bouger, etc. Oui. Mais c'est ça, et je pense qu'il ne faut pas rogner ça, il faut pouvoir l'exalter, se réconcilier avec et avoir quelque chose de très pacifié, mais en même temps très fier de pouvoir le dire. C'est notre identité, c'est notre ADN. Donc nous devons, au contraire, avec fierté, grâce et élégance, sans aucune vulgarité, mais avec énormément de prestance, pouvoir l'exprimer. Oui, et c'est fait, on va le voir tout à l'heure. Alors, autre chose, sur l'engagement de la poésie, parce que la poésie, elle n'est jamais gratuite. Il y a une transmission, il y a non seulement un vocabulaire, il y a une partition, j'ai envie de dire, mais il y a aussi un objectif. Quel est, quand tu t'engages dans la poésie, quel est le message essentiel que tu veux faire passer? Alors, mon premier objectif, en fait, sincèrement, enfin, il est un peu peut-être égoïste. Et moi, j'ai plaisir à écrire. J'aime cela. Oui. Tu sais, l'écriture, pour moi, représente un peu... C'est comme quand tu as une maison et puis tu as une pièce réservée pour toi, tu vois? Eh bien, l'écriture, pour moi, c'est cette pièce réservée. C'est ce coin secret où, en fait, j'épanche mon âme, où je m'épanche, en fait, où je peux m'épancher sous une feuille blanche. Et à ce moment-là, tu rentres dans une univers imaginaire où tu réinventes les mots, tu leur donnes sens. Tout est possible, tout est permis, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de contrôle, il n'y a rien en fait. Ta pensée est incroyablement libre et elle peut aller en fait, et les mots justement prennent tous les sens. Tu peux les sentir sous ta peau, tu peux en entendre le bruit, tu vois, tu peux en entendre leur fracassement. Et du coup, une fois qu'ils s'habitent, ils s'incarnent en toi, à ce moment-là, tu as envie de juste partager. C'est ça. Avant la transmission, il y a cette idée du partage, de faire partager cela. Et puis après, quand tu nourris de conviction, quand tu pétris de certitude, comme moi, en tout cas, mon engagement est avant tout une conviction. Donc, le choix que je fais politique, c'est celui de la conviction, c'est celui de dire des choses, c'est celui, effectivement, de participer, justement, à cette histoire culturelle. Nous sommes une histoire sociétale en marche, nous avons une histoire que moi, j'ai tendance à vouloir dire, et je l'affirme, c'est mon parti pris, c'est mon prisme, de le dire que cette histoire est incroyablement glorieuse. Moi, je suis fière du tracé de mes ancêtres, je suis fière de ce que mes ancêtres ont fait, je suis une afro-descendante, une descendante d'esclaves, voilà, et je suis fière de ça. Oui, bon, effectivement, alors qu'il y ait quelques nuances et puis qu'il y ait un peu de sang mêlé, mais que veux-tu, je vais reprendre les mots de Dega Kwalcott, je remercie mon grand-père noir et puis mon grand-père aussi blanc, bon, je n'ai aucun problème avec ça. Néanmoins, je suis née sous cette terre accouchée, que sont les Antilles. J'ai atterri
sur les plages des Antilles. Et j'en suis fière, c'est mes racines. C'est là que je tire en fait la sève et la substance de la poésie et des mots. Donc je m'adresse effectivement avant tout à mes chers amis antillais d'ici et d'ailleurs pour leur dire ce que nous sommes, ce tout monde que nous sommes. Nous sommes ce tout monde. Et j'ai envie de leur dire, donc il n'y a plus de limite géographique, il n'y a que la non-frontière des mots. Tout à fait. Alors, on va prendre un petit extrait dans Lumina, puisque il y a quelques textes écrits dans Lumina, et on va t'écouter avant de te voir tout à l'heure. Mais écoute, dans Lumina, c'est vrai que j'ai charpenté un peu, c'est structuré ce roman avec, à chaque fois, j'ouvrais, tu le sais, chaque chapitre par un roman. Et comme je te disais, je parlais du fait qu'on peut réinventer les mots. Et moi, j'aime beaucoup le J'accuse d'Émile Zola, tu vois. Oui. Et c'est un texte incroyablement fondateur, bon, ça tu le sais. Et j'ai voulu un peu reprendre le J'accuse et le mettre justement à la lumière de l'histoire, tu vois, comme si Lumina Sophie, l'histoire de la Martinique, mais qui peut être aussi celle qui peut s'appliquer en Guadeloupe, qui peut s'appliquer à Haïti, voilà, qui c'est, voilà, justement, et c'est ça, le roman permet de dépasser le cadre des frontières, comme je te dis, et j'ai voulu un peu, mais je me suis autorisée, qu'Émile Zola ne se retourne pas dans sa tombe, mais je me suis autorisée à vouloir justement juste reprendre le J'accuse, mais reprendre le ton de Zola et le mettre dans la bouche de Lumina Sophie, qui va accuser effectivement la colonisation, ses effets pervers, en tout cas ses effets retors, et se dresser en tant que, non pas femme, mais en tant que conscience collective, en tant qu'histoire collective, pour dire, ben voilà, je suis capable de prendre mon destin en main, mon histoire en main, et moi je vais vous donner ma vraie version de l'histoire, d'où le titre J'accuse. Alors comme je ne vois pas bien, que nos téléspectateurs nous pardonnent, que je mette un peu avec de distance. Et ça s'appelle J'accuse, puis-je avoir le bon ton, j'espère. J'accuse. J'accuse ceux qui nous ont brisés, de nos foyers nous ont enlevés, loin des nôtres, nous ont transportés, nous ont déportés et nous ont jetés au bûcher de leur vanité, au nom de leur soi-disant mission sacrée. Alors j'accuse, je vous accuse, vous qui nous avez refusé jusqu'à tout droit d'humanité, vous qui nous avez étouffés et qui ont cru, cachés en répandant, en brûlant dans les bas-fonds de l'oubli, notre droit divin, notre droit suprême, notre droit sacré, de disposer, de jouir de nos propres droits. Alors, j'accuse. Je me dresse devant vous et j'accuse, vous, espèce d'hypocrite, de salopard et de bien-pensants, et vous aussi, les soi-disant croyants, d'avoir su et de vous être tus, d'avoir laissé faire au nom du principe de la morale, au nom de « il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça ». Alors, je vous accuse. Parce que, à vos yeux, soi-disant à votre foi, surtout à vos gloires, et même à vos chiens, vous avez dit que nous n'étions rien. Alors, je souhaite, après vous avoir accusé, me dresser devant vous et vous dire qui je suis. Je suis cette conscience des peuples, je suis cette histoire des peuples, je suis ce sang mêlé, je suis ce sang grainé, ce sang versé, ce sang brûlé. Je suis Lumina Sophie, négresse chivée grenet, et au tribunal de l'humanité, au tribunal des droits de chacun, d'être qui il est. Sans honte, ni trouble aucun, le visage fier et mon front bien bombé, mes nattes tressées. Levez-vous, levez-vous, regardez-moi, levez-vous, et qu'en face, je vous le dise fièrement, je vous accuse. Bravo. Alors, c'est très bien. Merci. D'ailleurs, c'est un texte qui pourrait être dit dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe lequel... Totalement. C'est ça l'universalité de la poésie. Exactement, c'est ça l'universalité de la poésie, du roman. C'est-à-dire qu'en fait, on peut l'incarner. Et l'incarner, justement, tu sais, notre histoire, moi, je n'ai aucun problème, et que ça choque les uns ou pas, après, nous en discuterons. Mais notre histoire est restée comme confinée à des territoires, tu vois, des paramètres... tenant compte de contexte géographique, comme si il fallait avoir peur, tu sais, de parler un peu plus haut, de réclamer quelque chose. Et si vous allez dans le débat, dans un débat nauséabond en ce moment qu'on peut assister, si vous voulez parler de cette histoire-là comme une affirmation, alors tout de suite, on va vous taxer, on va vous tirer à voile rouge en vous disant « Ah oui, mais tout simplement, vous crachez sur la République, vous crachez sur ci, vous tirez, vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, vous regardez les bienfaits. » Alors, on est pris dans une espèce de chantage affectif
affectif, idéologique, et qu'il faudra en fait voilà, se courber, dire merci, et puis se contenter un peu des miettes. On nous a donné un peu de particularisme local, un peu d'histoire locale à donner, mais il faudrait rester là et puis ne pas en faire trop, et puis glorifier aussi toutes les avancées qui ont été faites. Et on a des propos qui sont désobligeants comme ceux de M. Darmanin, il n'y a pas trop longtemps, sur la colonisation, qui a été incroyablement... Voilà. Et en fait, vous avez des bien-penseurs qui sont sous les médias, justement, et puis mais ils n'invitent pas les personnes concernées à vouloir donner la réplique, ils n'invitent pas les personnes concernées à vouloir parler. Alors, moi, je suis d'accord, et que le débat soit contradictoire, je suis totalement d'accord, mais enfin, qu'on ait la voix, qu'on puisse aussi y participer, qu'on ait le droit de donner notre avis, nos points de vue. Et moi, justement, par la poésie, par le roman, en tout cas, je l'assume, c'est quelque chose d'engagé, enfin, tu le sais. Oui. Mais mon objectif est clairement, c'est de rendre toute notre noblesse à ce que nous sommes. Nous avons une noblesse qui est incroyable, nous avons une fierté qui est incroyable. Nous sommes incroyables et il faut qu'on puisse se répéter que nous sommes incroyables et qu'on a réussi à sortir des cabanes ténébreuses de l'histoire pour réussir avec les moyens qui sont les nôtres et qui ne sont pas de grands moyens, mais à faire rayonner de belles choses. Et puissions-nous continuer ainsi. C'est bien parti. Ça veut dire, Chantal, qu'il y aura un jour un recueil de poésie? Oui, ça veut dire surtout qu'il y aura un jour un recueil de poésie. Ça, c'est sûr, oui. Non, je pose la question, mais enfin, j'avais la réponse. Et donc, et après Lumina, là, alors, ce sera tantôt la poésie, tantôt le roman? Mais écoute, je ne sais pas. Je me laisse porter par le gré des créations. Donc, on verra bien. Au gré des mots? Voilà, au gré des mots, voilà. Donc, Lumina, pour le moment, bon, ben, je remercie en tout cas les lecteurs qui en ont fait un très bel accueil. Donc, oui. Je continue un peu sous cette vague. J'ai la chance d'être au Salon du Livre pour un premier roman. J'ai la chance de participer à ce festival. J'ai la chance de participer à pas mal d'événements. Pour ce roman, j'ai la chance d'être dans des émissions comme la tienne. Donc voilà, ce sont des porte-voix, des porte-échos, et tant mieux. Et puis effectivement, ce festival de poésie m'a permis d'exprimer d'autres choses que j'avais envie, de montrer aussi d'autres facettes que j'avais envie, parce que l'art permet ça, c'est toute la force de l'art. Et évidemment, il y aura d'autres choses. Maintenant, sous quelle forme, comme je te dis, laissons-nous porter par l'art créatif. On va regarder justement un petit extrait de ce qui s'est passé à la médiathèque. C'était la semaine dernière, vendredi dernier, au Festival de la Poésie. C'est parti. Les jolies femmes se demandent où réside mon secret. Et pourtant, je suis loin d'être mignonne ou de taille mannequin. Mais quand je leur révèle, elles pensent que je mens. Je dis que mon secret réside dans la portée de mes bras, la folie de mes pas et l'oublure de mes lèvres. Je suis une femme, incroyablement, et la femme phénoménale. C'est vous, c'est moi, c'est moi. Et je marche dans une chambre fraîche à souhait. Et pour un homme, les concerts se lèvent ou tombent à genoux. Mais eux bourdonnent autour de moi, une vraie ruche d'abeilles. Et je dis, et je dis, et je dis, oh, je vous dis. C'est le feu de mon regard et l'éclat de mes dents. Et je dis, et je dis, je vous dis. C'est le balancement de ma taille et la joie de mes pieds. Et je dis, et je dis, et je dis, je suis une femme incroyablement phénoménale. La femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et même les hommes se demandent ce qu'ils voient en moi. Ils essaient tant, mais n'arrivent pas à palper mon mystère intérieur. Quand je tente de l'éclaircir, ils disent toujours ne pas vouloir. Et je dis, et je dis, et je dis, c'est la cambrure de mon dos, le soleil de mon sourire. Je ne vous dis pas que c'est le principe de sang, la grâce de mon style. Et je dis, la femme phénoménale, c'est toi,
c'est vous, c'est moi. La femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi, la femme phénoménale. C'est vous, c'est toi, c'est moi, la femme phénoménale. C'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, et je dis, et je dis, et je dis, la femme phénoménale. Vous comprenez pourquoi à présent ma tête ne s'abaisse pas. Je n'ai pas à crier ou à sauter, ou même à parler fort. Mais quand vous me voyez penser, cet aveu rempli de fierté, et je dis, c'est dans le claquement de mes talons, l'ondulation de mes cheveux, la paume de mes mains, la nécessité de mes souhaits, que la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, et je crie, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi. Et je me dis qu'elle incarne son texte. Non, mais bon, il faut bien se rendre compte aussi que, bon, c'est vraiment déjà, le texte, c'est Maya Angelou. C'est la très, très grande, l'immense, enfin, géantissime Maya Angelou. Donc, j'étais très honorée, en tout cas, de pouvoir déclamer deux de ses textes. Effectivement, j'ai tenté, bon, en rendant hommage. C'est pas loin de la chanson, là. Hein? Comment? C'est pas très loin de la chanson. C'est pas très loin. J'ai eu de bons musiciens qui ont su. Ça a été totalement improvisé, donc j'ai eu de très, très bons musiciens. Il y a la rythmique, il y a le feeling, il y a la façon de le dire, le ton. Et puis, il y a la voix aussi. Mais écoute, bon, voilà, je vais rester silencieux. Je ne peux pas être jugée partie sur la prestation qui a été la mienne. En tout cas, c'est une belle prestation et Merci. Elle a été applaudie et on a vu ce que c'est. Et donc, comme on dit, c'est à refaire. Oui, on va envisager ça différemment peut-être. C'est bien. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. Tout ça. Juste un petit mot de la journée de la femme, journée internationale, alors un petit mot quand même. Les femmes. Journée internationale des femmes, comme je disais dans ce texte, c'est un texte vraiment que je dédie aux femmes. La femme phénoménale, c'est chacune d'entre nous. On va gagner, tu sais, on va gagner les combats, on va pouvoir avancer avec détermination lorsqu'on aura conscience de qui nous sommes. Et il faut retourner à l'essentiel, reprendre conscience de qui nous sommes, du potentiel que nous avons, de ce que nous pouvons incarner, de ce que nous pouvons en fait mettre en œuvre. Et là, le changement va s'opérer. Il y a énormément de choses qui se font. Vous avez énormément d'icônes totems guadeloupéennes qui ont mené ce combat, qui continuent à le mener. Je rends un hommage appuyé notamment à une grande dame, Christiane Gaspard-Méride, voilà, pour son travail qu'elle fait pour les violences faites aux femmes. Vous avez des icônes incroyables. On pense à la femme cannibale de Marie Scondé, Simone Schwarzbach, Gisèle Pineau. Enfin, il y en a tellement que je ne pourrais pas les célébrer. Il y a une pièce avec Gertie Archimède. Il y a Gertie Archimède, évidemment. La première avocate noire. Première avocate, première députée aussi, il faut le dire. Voilà. Donc, énormément d'icônes, énormément de femmes qui ont tracé ces chemins. Et nous n'avons qu'à emprunter les belles routes qu'elles ont tracées pour nous. Et vraiment, Big Foss, la femme phénoménale, c'est chacune d'entre nous. Merci Lumina. Merci Chantal. Oui, merci. Il est 13h, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va développer le journal dans un instant, tout de suite. Merci. Voilà, nous sommes déjà de retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, on va recevoir la chronique ABC des entreprises avec Evelyne. Bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Très très bien. Bon, très bien. Ben, on verra tout à l'heure à quoi ça sert d'avoir un expert comptable et quelles sont ses missions. Ce sera la chronique de tout à l'heure, son rôle. Pour l'instant, on revient à l'actualité, la mobilisation en général, en France bien sûr, mais aussi en Guadeloupe, syndicat éducation, Maxime Morel. C'est parti. Nous avons aujourd'hui à peu près 60% de grévistes et nous avons quasiment une vingtaine d'établissements du second degré déjà bloqués et à peu près 30% de nos écoles élémentaires et maternelles bloquées. D'ailleurs, nous voyons bien que le gouvernement aux abois puisque nous assistons à un déploiement des gendarmes pour tenter effectivement de réouvrir les établissements, notamment sur le nord Grande-Terre. Ça veut dire tout simplement que nos collègues aujourd'hui sont extrêmement sensibilisés à la question de la retraite, refusent de travailler jusqu'à 67 ans, refusent de voir leur niveau de pension baisser et exigent le retrait de ce texte car aujourd'hui, nous savons pertinemment que le régime des retraites par répartition n'est pas menacé et que nous sommes en capacité de pouvoir financer l'ensemble de ces régimes.
les gens sont présents, les établissements sont fermés, sachant l'impact qu'il va avoir, on se devait d'être présent dans la rue aujourd'hui, hein, sachant qu'au-delà des problèmes de la retraite, nous avons quand même les problèmes de fermeture de postes, ce qui est navrant quand on sait le taux d'illettrisme qui existe en Guadeloupe et que malheureusement on a la possibilité de porter des écoles prioritaires qui permettraient d'avoir 12 enfants par classe et qui permettraient aux enfants d'apprendre à lire, compter et écrire correctement. Et que malheureusement, il y a encore des fermetures de postes dans l'éducation nationale. C'est navrant. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ce gouvernement retire ce projet de réforme injuste, injustifié et qui a comme seul objectif punir les salariés. Donc, au fur et à mesure que la manifestation au niveau national prendra de l'ampleur, nous en Guadeloupe, on n'a pas le choix. Et il y va du système de retraite pour nous et pour les salariés à venir. Bien, on continue à dérouler l'actualité. La mobilisation, je vous l'ai dit, elle est générale et la plupart des syndicats de l'UGTG, de la CGT étaient sur le terrain. Olivier Félix, notre reporter, lui aussi était sur le terrain. On regarde. Tout là, il y a mobilisation aujourd'hui là. Et on a pensé, le premier point là que tout le monde savait, c'est la retraite. Et dans différents secteurs et unions, nous avons des problèmes aussi qui ont concerné les différents secteurs. Moi, en secteur BTP, nous avons différents problèmes. Le problème, nous, c'est déjà respect de la convention collective et aussi priorité au travail guadeloupéen. Parce que nous avons l'eau étranger qui vient en Guadeloupe pour laisser de travail que nous ne pouvons pas rester insensibles à ça qu'a fait. Et sur la mobilisation là, c'est mettre tout ça nous en tête pour nous faire monde savoir que nous avons un problème dans quel que soit le métier que nous, mais en pays Guadeloupe, nous avons un problème réel qu'il faut nous régler. Un recul total ainsi réforme à la retraite que nous pas d'accord puisqu'elles sont véritable mascarade et voulaient imposer puisqu'il n'y a jamais dit comme ça si toutefois le Sénat n'a pas voté qui passe en 49.3, ça veut dire qu'il voulait imposer et d'autres façons qui ça déjà fait. D'autres par résident, nous attendons tout butin c'est des non-lieux. Et donc, nous voulons savoir qu'à nous y effectivement par rapport à l'État français et par rapport à la France, bien entendu. Nous, on dit dans la poste, nous allons combattre les suppressions de postes, nous allons combattre aussi les réorganisations qu'on va mettre en place, qui ne pas qu'à refléter la réalité en nous. Et nous, un sujet qui est très important, c'est que nous allons demander à ce qu'ils respectent la péréquation tarifaire, notamment sur les colis. Nous allons trouver ça injuste. Et quand on dit le terme, nous pas dans égalité à l'État français. Parce que si nous avons égalité à l'État français, nous devons payer un colis, même prix qu'en France. Je dois payer un colis là, 4 fois, 5 fois plus cher. Et pour nous, pas dire rien, pour lui, pas dire rien, parce que nous savons tout qu'à manger en plat là. Mais ça, nous va dire, si nous menons tel combat, c'est parce que les emplois sont en jeu. Journée de mobilisation, là, ça doit être mené d'autres mobilisations dans les entreprises pour l'ouverture des négociations en toute plateforme de revendication que nous déposons depuis septembre 2021, les bureaux à M. Rochat. Et c'est pour ça que nous doublons là. Pas pour un seul problème, mais c'est pour tout problème qui a concerné droit et intérêt à travailler et peuple Guadeloupe, puisque aujourd'hui là, nous avons méprisé nous en toutes circonstances. Dernier bitin, c'est l'affaire Clodo qui c'est une illustration à mépris que l'État français nie pour nous. Voilà, c'était donc des extraits de cette mobilisation qui n'est pas terminée, qui probablement prendra d'autres formes. On reviendra bien sûr sur ces questions, mais pour l'heure, on va prendre le chemin de l'ABC des entreprises. Tout de suite, le générique et on reçoit Emeline. Bonjour Emeline, et bien évidemment, on va parler de l'accompagnement nécessaire pour les entreprises, de l'expert comptable, même s'il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais les chefs d'entreprise ont encore besoin, pour quelques décennies encore, j'espère, de l'expert comptable. Oui, évidemment, Danick. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme et le contact humain. Il est vrai que ça permet de pouvoir avoir des pistes, mais en attendant, c'est vrai que lorsqu'il faut prendre des directions, des choix, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce stade où, du moins, le dirigeant pourra se débrouiller sans. Et d'ailleurs même, j'irai jusqu'à te dire que c'est bien que tu en parles de l'intelligence artificielle, car il y a une problématique qui pointe le bout du nez très prochainement auprès des chefs d'entreprise et dont il faudra se préoccuper assez rapidement, puisqu'il y a une obligation qui apparaîtra à partir de juillet 2024, qui est celle de la facturation électronique. Dans quelques temps, tu n'entendras parler que de cela, en sachant qu'effectivement, pour le coup, l'une des personnes support sur laquelle
le dirigeant pourra s'appuyer, ce sera l'expert pour mettre en place justement la gestion de ces flux. Alors, il y a un autre problème, enfin, qui n'est pas compris dans la réponse, mais je pose, c'est que la monnaie aussi va disparaître, l'argent papier. C'est ça, tout à fait, mais en fait, tout passera directement par un flux numérique, comme je te dis. Hein. C'est aussi l'objectif de mettre en place la facturation électronique, c'est que tout soit transversal et que tout remonte directement au niveau des services des impôts. Mais pour ça, il te faut quelqu'un pour pouvoir t'aider à mettre cela en place. Hein. Ça ne va pas arriver comme ça. Donc, pour le moment, intelligence artificielle ou non, pas de crainte. L'expert est là pour ça. Alors, quelles sont les questions auxquelles le créateur d'entreprise doit être en mesure de répondre en amont de la création de son entreprise? En fait, comme j'aime bien le dire toujours, c'est que l'entreprise, ça reste toujours comme un enfant, c'est comme un bébé. Donc, il faut bien faire mûrir le projet, puisque je n'arrêterai jamais de le dire, on observe une multiplicité d'entreprises, une multiplicité de créations. Et créer une société de prime abord n'est pas toujours forcément la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres alternatives, notamment quand on crée et qu'on commence, peut-être effectivement s'essayer plus au travers d'une auto-entreprise plutôt que de partir sur une création de société. Désormais, effectivement, il y a d'autres solutions de création pour pouvoir alléger la fiscalité de l'entrepreneur individuel. Hein. Donc, on en avait déjà discuté, c'est le fait de pouvoir passer à l'impôt sur les sociétés plutôt que d'être dans une création de société. Donc, c'est vrai que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Consulter l'expert comptable te permettra au début de t'interroger sur les caractéristiques du produit que tu souhaites vendre, du service que tu souhaites proposer, vérifier la viabilité du projet, s'assurer qu'effectivement ce sera correctement accueilli et effectivement quel sera le fonctionnement global de ton entreprise, mais aussi quel est le choix du statut qui correspond le mieux. Tout à fait, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, une fois qu'on a défini ça, on a défini tout ce cadre, on a dit, bon, ça y est, je me lance. J'ai même fait une étude de marché. Enfin bref, tout va bien. Quel est le rôle qu'on va jouer l'expert comptable? Alors, l'expert est un véritable accompagnateur, notamment par rapport à sa maîtrise du droit en fiscalité, du droit des affaires, du droit social. Donc, c'est vrai que c'est un généraliste qui peut t'orienter sur les différents aspects de l'entreprise, mais également sur tout l'aspect accompagnement en comptabilité, en gestion. Et effectivement, ce sera aussi celui qui va pouvoir mieux comprendre la situation sociale du dirigeant. Donc, une fois qu'il a lancé sa structure, de savoir si effectivement le statut qu'il a choisi est en adéquation avec ce qu'il aurait dû choisir compte tenu de sa situation personnelle, de sa situation patrimoniale. Il peut également réaliser les formalités de création pour le dirigeant lors de la constitution, et puis notamment tout ce qu'on sait en termes de gestion des organismes, donc accompagner aussi sur des orientations concernant l'URSSAF, la Sécu et tout, la CGRR plutôt. Il faut savoir quand même que malheureusement, il ne peut pas se substituer aux dirigeants. Hein, parce que très souvent, il y a un amalgame qui est fait à ce niveau, que le dirigeant va devoir quand même effectuer des formalités, mais dans le cadre d'un accompagnement, ça reste celui qui pourra mieux l'orienter, le conseiller. Alors, est-ce que dans le cadre de recherche de financement, l'expert comptable a un rôle à jouer? Alors, très souvent, lorsqu'une entreprise se crée, il y a ce besoin, effectivement, en termes de trésorerie pour la partie liée aux acquisitions, que ce soit des immobilisations ou autres. Et dans le cadre de la recherche du financement, l'expert comptable reste toujours l'interlocuteur à privilégier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va aider l'entrepreneur à créer son business plan, à faire son prévisionnel d'activité, et que c'est aussi une source de fiabilité pour les partenaires financiers. Et entre autres, ils ont besoin, effectivement, de cette certitude que la personne vient ou accompagner d'un expert comptable pour pouvoir accorder déjà beaucoup plus facilement le financement. Mais c'est aussi le prévisionnel qui va permettre de vérifier la rentabilité du projet et qui va permettre, entre autres, de pouvoir appréhender un éventuel refus de financement et les raisons pour lesquelles cela pourrait se passer. Alors, si on considère que l'entreprise qui naît, c'est un peu comme un petit bébé, de quelques mois que la mère a porté, et quel rôle peut jouer l'expert comptable dans les premières années de ce bébé entreprise? Alors justement, ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on crée une entreprise, elle a vocation à grandir et à être, on va dire, d'une certaine taille, à tel point qu'elle devienne elle-même autonome de par son fonctionnement en interne. L'objectif initial, c'est que l'expert comptable est là au démarrage pour pouvoir effectuer la tenue de la comptabilité régulière, donc la saisie des factures courantes, accompagner dans l'établissement des rédactions de contrats de travail, accompagner dans l'élaboration du secrétariat juridique. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif final, c'est que l'entreprise elle-même puisse avoir éventuellement des salariés qui soient comptables en interne et que tout se passe en interne et qu'à la fin, l'expert comptable soit là pour la révision, pour le dépôt de l'alias fiscale et tout à terme. Mais là, effectivement, il faut atteindre une certaine taille et l'objectif, c'est vraiment la croissance.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion des ressources humaines dans l'entreprise? Alors là aussi, l'expert comptable intervient, mais en général, c'est plus pour tout ce qui est établissement des bulletins de paye, éventuellement l'envoi des DSN mensuels auprès des organismes sociaux. L'envoi des DSN permet... Alors, DSN, il faut dire, hein, déclaration sociale nominative. Voilà. Alors, on a aussi des DSN événementiels, donc déclaration sociale nominative événementielle, donc pour annoncer l'arrêt de salariés, le départ en maternité, enfin, tous les faits des accidents du travail, etc. Et il y a aussi également l'accompagnement sur certaines questions du droit social. Alors, c'est vrai que il faut savoir que lorsque ça prend des tournures relativement lourdes, à savoir éventuellement lorsqu'il y a un conflit salarial, très souvent les experts comptables recommandent de se retourner vers un avocat, notamment s'il faut mettre en place des procédures telles que des procédures de licenciement ou des procédures un peu plus complexes. Donc c'est vrai que c'est toujours dans le cadre de l'accompagnement sur la partie liée à la gestion des ressources humaines. On est là pour pouvoir encadrer et aider le dirigeant, notamment les très petites entreprises, à savoir quelles sont les décisions à prendre. Mais il peut y avoir besoin d'un complément en termes d'accompagnement externe. Alors, en termes de comptabilité quotidienne, est-ce que n'importe qui peut exécuter ces tâches de comptabilité quotidienne, je parle? Alors, c'est toujours là le souci. Non, il faut faire attention à la comptabilité illégale. Hein. Je le dis, je n'arrête pas de le répéter. Parce qu'il faut savoir que normalement, les tâches courantes, donc de tenue comptable, c'est toujours par un cabinet d'expertise. Les comptables au sein d'un cabinet comptable peuvent saisir régulièrement et couramment. Ou alors, si jamais on a un salarié qui est comptable en interne, dans l'entreprise, le salarié peut saisir. Mais toute autre personne qui n'est ni expert comptable ou salarié d'action ou comptable d'entreprise ne peut pas tenir la comptabilité. D'accord, c'est bien bon à savoir. Et le secrétariat juridique, il est exclusivement réservé aux avocats? Non, alors l'expert comptable peut effectivement accompagner dans le cadre de tâches qui sont en lien avec la mission d'accompagnement de l'entreprise. Donc, tout ce qui est menu tâches telles que tenue des assemblées générales, éventuellement toute la partie liée au transfert de siège social, dépôt de formalités telles que les bénéficiaires effectifs, mais il y en a encore beaucoup du capital. Alors, l'ouverture du capital, éventuellement, ça c'est plus au niveau de la banque, puisqu'il faut l'attestation bancaire, mais dans le cadre de la rédaction des statuts, effectivement, dans la rédaction de statuts, si l'expert comptable suit la comptabilité, puisque c'est réglementé, en fait, il faut savoir. Mais il y a effectivement certaines tâches que l'expert peut accomplir qui ne relèvent pas stricto sensu de l'avocat, en sachant quand même que ça reste lui qui est le prioritaire sur toute la partie liée au formalisme du droit. Alors, si on parle d'assistance dans la gestion et le contrôle des gestions, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, contrôle de gestion, là, on est déjà sur des entreprises de taille déjà un peu plus poussée, un peu plus moyenne, qui veulent vraiment maîtriser l'ensemble des coûts qui incombent à leur structure, parfois de plusieurs sociétés également, puisque on peut avoir plusieurs structures qui sont du même secteur d'activité, et ils veulent en général optimiser les frais. Donc que ce soit les frais bancaires, que ce soit des frais, je ne sais pas moi, des honoraires globaux d'avocats. Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement accompagner sur la mise en place du contrôle de gestion, éventuellement vérifier aussi les données prévues par rapport aux données réalisées, voire analyser les écarts. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce qui était prévu initialement et ce qui s'est réellement passé, analyser éventuellement la variation des coûts variables, des coûts fixes, voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette partie-là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des missions exceptionnelles sur lesquelles l'expert comptable va intervenir, il va pouvoir orienter l'entreprise, mais comme je dis, on est déjà sur des tailles un peu plus moyennes. Mais également aussi, si on doit mettre en place un logiciel de gestion particulier, l'expert comptable peut aider à faire la mise en place du logiciel de gestion. Alors, depuis à peu près 10 minutes, on parle du rôle de l'expert comptable, de ses qualités, de sa nécessité. Mais alors, est-ce qu'on a besoin d'un expert comptable? Comment on fait? Parce qu'il y a des centaines, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je pose la question. Comment on choisit? On fait un examen, un appel d'offres? Comment ça se passe? Non, alors c'est vrai que très souvent, l'expert comptable il est pluridisciplinaire. Et c'est vrai quand même que c'est quelqu'un qui est relativement aguerri. Très souvent, il y a un peu le bouche à oreille. Ça fonctionne relativement bien, j'ai envie de dire, on dit, Emeline, oui, c'est bon, on peut y aller. Oui ou pas, parce que Emeline n'a pas forcément toutes les compétences sur un secteur donné.
Oui. Mais après, il y a aussi la possibilité de contacter l'ordre. Et au niveau de l'ordre, on va vous recommander, on va donner une liste directement d'experts comptables. En général, c'est un diplômé expérimenté qui a au moins fait 8 années d'études. Oui. On ose présupposer qu'ils sont tous au moins très au fait de ce qu'ils font. Oui. Et dans un environnement relativement sain, on peut choisir sur la base au moins déjà du listing et faire il y a des étoiles pour les experts comptables aujourd'hui? Non, pas encore. Non. Ils ne sont pas encore étoilés. Non, ils ne sont pas encore étoilés, ils ne sont pas encore référencés. Ou alors sur Internet, éventuellement, lorsqu'on recherche directement, on trouve des... Mais ça, c'est plus une question de positionnement stratégique informatique. Il y a combien d'experts comptables en Guadeloupe? Alors, 160... presque 170, me semble-t-il, j'ai peur de te dire une bêtise, donc 170 Et il y a combien d'entreprises en Guadeloupe? Plus de 13 000? Ah oui, alors là, par contre, il y en a beaucoup. Mais il faudrait refaire le point par rapport à la Covid qui est passée par là, de savoir qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui n'a pas tenu, qu'est-ce qui perdure et tout. Parce que quand on voit le paysage entrepreneurial au Guadeloupe, 13 ou 14 000 entreprises, 170 experts, c'est insuffisant? Alors, ça semble insuffisant, mais pourtant, ça ne l'est pas tant que ça, puisque toutes les entreprises n'ont malheureusement pas recours justement à l'expert comptable. Eh oui, parce que justement, comme je disais, il y a une comptabilité parallèle qui existe parfois, mais qui ne garantit pas, c'est la comptabilité, c'est l'exercice illégal. Mais alors, qui fait leur bilan? Eh bien, des exercices illégaux. Et oui, mais bon, après, le souci, c'est que très souvent, c'est lorsque ces entreprises ont des vraies problématiques que là, ils se rendent compte qu'ils auraient peut-être dû faire appel à l'expert comptable, qui lui est un professionnel assuré. Bien, en tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. Et la semaine prochaine, la prochaine fois, on parle de quoi? On s'était dit qu'on allait parler de comment lire un bilan. Alors, je ne dirais pas comment lire un bilan, mais comment, en tant que dirigeant, comprendre les grosses masses composantes d'un bilan, que ce soit à l'actif, au passif, le compte de résultat, voir quels sont les soldes intermédiaires de gestion qui parlent le plus. On va faire un petit point là-dessus. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si on peut aller à Paris une dernière fois, le salon d'agriculture avec... Oui, on peut. Après, tout de suite après la deuxième pause, on va retrouver dans un instant Damien Théophile, musicien, expérimenté, pianiste, compositeur, interprète, et qui prépare un show à Sonis. Et puis on va terminer avec Barbara Montpierre qui est déjà là tout de suite. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant Barbara Montpierre. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Avec sa chronique à la rencontre de soi. Et aujourd'hui, on doit se fier à la petite voix, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est bien dit, la petite voix. On va s'écouter. Et on reçoit monsieur Damien Théophile, pianiste, qui va nous inviter le dimanche prochain à Sonis, un voyage musical caribéen. On va en parler tout à l'heure de sa formation, de sa musique. Avant, on fait un petit dernier tour au salon de l'agriculture, puisque Maurice Cessé y était. Le salon s'est fermé hier. Il a rencontré une dame, une Guadeloupéenne, qui a fait des produits guadeloupéens. Et donc, il va expliquer un petit peu comment cette dame guadeloupéenne a été présente au salon et pourquoi. On écoute. Robert News, nous sommes toujours au salon de l'agriculture, évidemment avec l'ensemble des exposants venant des régions d'outre-mer. À ma compagnie, Mélina Bibrac, dont j'ai rencontré le père il y a quelques jours en Guadeloupe. Vous allez voir, en fait, c'est une famille qui produit, on va dire, ce sont des produits d'épicerie fine. C'est le colombo, c'est le pont roussi, et puis des poches macérées en fût qui restent pendant quelques années. Alors, Mélina Bibrac est on va dire la représentante ici de l'Hexagone. Alors, parlez-nous un peu de votre mission avec votre père qui se trouve à Petit-Mot en Guadeloupe. Alors, c'est-à-dire que le siège est en Guadeloupe, donc nous produisons en Guadeloupe. Et moi, mon rôle est de développer la marque en région hexagonale et de promouvoir les saveurs antillaises en hexagone et bien au-delà. Voilà. Rappelez-nous un peu la gamme de produits dont vous disposez aujourd'hui. Alors nous retrouvons deux gammes distinctes. Nous avons les produits alimentaires. Donc nous proposons des plats cuisinés en bocaux antillais, donc le colombo, le cochon roussi, le bœuf roussi, ainsi qu'une terrine de jambon de Noël au rhum vieux pour les apéros. Et nous avons la partie spiritueux. Donc nous avons des rhums aux fruits frais macérés et les rhums aux fruits frais affinés en fût de chêne. Voilà. Au niveau de la commercialisation, au niveau de la demande, par exemple des commandes, comment ça peut se passer? Je crois qu'on doit vous passer une commande en ligne. Tout à fait, nous avons un site de vente en ligne où vous pouvez passer commande. Donc c'est moi qui me chargerai de la commande. Et vous pouvez aussi nous retrouver chez un de nos partenaires qui a également un site de vente en ligne.
Arawak Market. Alors, ces produits, alors parlons de la commande, ça peut intéresser beaucoup de personnes. J'ai du monde chez moi le week-end prochain, dans 4 jours, dans 5 jours. Je passe la commande, ça arrive rapidement. Comment ça se passe? Oui, donc nous avons les prestataires classiques qu'on connaît tous. Et donc la livraison se fait en 2 à 5 jours. Voilà, il fallait un petit focus sur cette personne. Alors, je me tourne vers Damien Théophile, c'est la première fois qu'il vient dans le ZCL. C'est un musicien, c'est un pianiste de très longue date, me disait-il tout à l'heure. Et le dimanche, il va avoir un voyage caribéen. Alors, première question d'abord, pourquoi récite Al le piano? Ah oui, effectivement. Mais récital parce que, en fait, je fais un récit, d'une part, oui. Qui est musical. Oui. Donc, en fait, l'idée m'est venue de retracer un peu l'histoire de la Caraïbe en quelques faits marquants et d'illustrer en musique. Et en fait, je me suis rendu compte pendant des années, en fait, quand je suis parti me former après mon bac ici en Guadeloupe, en France, en musique, j'étais dans un cadre classique qui était bien, mais il me manquait quelque chose. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Bon, le classique, c'est bien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai compris, en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi? Bon, j'aime le classique, mais j'aime le gros cas aussi. J'aime le zouk, j'aime la soca, voilà. Donc, c'est cette identité qui s'est construite pendant mon adolescence. Au début, ça n'a pas été toujours simple par rapport à cette identité, puisque j'étais un peu trop black pour être blanc et trop blanc pour être black. Quand on est métis, on est... Donc, je me suis cherché beaucoup pendant mon adolescence à savoir, mais bon, quelle était mon identité vraiment. Ce n'est qu'après que j'ai compris, et j'ai eu la chance de voyager beaucoup, et et aussi de m'intéresser aussi à l'histoire de la Caraïbe. Et c'est en comprenant l'histoire de la Caraïbe que j'ai compris aussi l'histoire de la Guadeloupe. Et en comprenant l'histoire de la Guadeloupe aussi, du coup, j'ai compris quelle était mon identité. Et c'est pour ça que ce concert, ce récital au piano en solo, sera un voyage musical caribéen. Oui, voyage musical d'un Caribéen. Oui. Plus précisément. C'est ma vision des choses. Et justement, moi, j'évolue entre le classique et puis des musiques caribéennes, jusqu'à la béguine et même le ska, en passant par des airs cubains, et aussi en découvrant aussi des compositeurs dans le genre classique caribéen. D'accord. Compositeurs cubains, compositeurs haïtiens, République dominicaine. Dans le genre classique, évidemment, on connaît tous les compositeurs. On imagine bien que au niveau de la musique traditionnelle, ils sont tous présents, mais aussi dans le genre classique. Et justement, ceci, on comprend bien finalement que les origines, en fait, de tout ce bassin caribéen, eh bien, il est aussi bien européen, africain, après indien, après syro-libanais. Enfin bon, on est dans un brassage culturel extraordinaire dans la Caraïbe. Donc c'est un petit peu ce voyage musical, oui. Eh bien, il retrace un petit peu cette diversité plurielle. C'est-à-dire que quand on entend un son d'une salsa au piano, il y a des tonalités particulières, ça peut résonner sur un Guadeloupéen, sur un Martiniquais ou un Dominicain, ou alors qu'on entend de la soca de Trinidad. En fait, justement, quand on commence à étudier vraiment ce qui s'est passé au niveau de l'histoire, on voit qu'il y a comme un état d'esprit caribéen. Oui. Moi, j'ai joué à Cuba avec des musiciens et on s'est entendu tout de suite. J'ai joué des boléros avec eux. On s'est entendu tout de suite. Oui. Je suis arrivé avec des béguines que j'avais écrites pour qu'ils puissent les lire. Oui. On est rentré en phase tout de suite. Oui. Et j'ai eu la chance de faire quelques concerts à Santiago de Cuba avec 2-3 musiciens que j'avais rencontrés dans la rue. Oui. Ça se fait comme ça, en toute simplicité. C'est des gens tellement simples, mais avec lesquels finalement on a une affinité d'emblée, puisque en fait on a tous la même histoire.
On a quelque chose de commun, en fait. Mais bien sûr. Et ce qui est commun, c'est cette histoire que nous avons. Oui. Et quand on commence à fouiller les choses, les rythmiques africaines, ce sont les mêmes que nous entendons. Comment ça s'est construit? Nous, alors chacun apporte sa spécificité après dans chaque île. Bon, en Guadeloupe, on a le cas. Mais c'est la fusion de l'Afrique, un peu de l'Europe, un peu de plein de choses. D'ailleurs, on l'a pas ce cas en Martinique. En Martinique, c'est autre chose. Oui, bon, il y a d'autres spécificités dans les îles voisines, sans parler des... Enfin, pour ne pas se focaliser que sur les îles françaises, mais sur les îles anglophones, sur les îles qui ont un aspect plus espagnol. Mais tout ça se tient, c'est la même histoire. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre que finalement, on est très proche. Et en plus, au début du XXe siècle, et j'en fais part d'ailleurs dans ce récit, je ne vais pas tout dire maintenant, oui. Mais au début du XXe siècle, nos parents écoutaient la radio sur les ondes courtes. Et donc, ils captaient directement Cuba, Saint-Domingue, Porto Rico. Et donc, comme à Cuba, il y avait un grand essor au niveau de la musique, les gens s'inspiraient de toute cette musique-là parce que ça foisonnait. Mais ça a beaucoup influencé, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Mais en fait, notre musique caribéenne, elle s'est forgée par rapport à ça. Nous, en Guadeloupe, après, aux Antilles, bien, les gens sont partis en France. La Biguine, elle est née à Paris, hein. Les Antillais sont partis en France et ils fréquentaient des boîtes de jazz avec des Noirs américains. Mais ces gars-là, ils mettaient de la musique jazzy. C'était des accords jazz, 7e, 11e, 13e. Mais les gars, ils se sont inspirés de tout ça et ils sont revenus en Guadeloupe avec leur rythmique antillais, leur rythmique africaine, et ils ont fait leur begin. On sent que dans les begins, il y a un côté très jazzy. Très jazzy, d'ailleurs. On voit avec Jean-Marie ce qu'il en a fait. Bien sûr. Oui. Les accords, ce sont des accords de jazz. Alors après, d'une côté, on a la rythmique qui est plus, on va dire, africaine, et puis on a la romance parce qu'il y a un chant, il y a quelque chose qui en sort. Mais Damien, ça va être votre premier concert solo. Alors pourquoi avoir choisi le faire un concert solo? Mais parce qu'au bout d'un moment, j'ai participé à beaucoup d'événements à droite à gauche. La dernière fois que je vous ai vu, c'était avec Dissonance. Hein. Ah oui, c'était il y a quelques temps. Un excellent souvenir avec Dissonance, effectivement, où on a fait... On est parti du classique, et Rudy Maja même a proposé de partir du classique, et puis d'arriver à Dissonance. Donc voilà, en intégrant 2-3 airs cubains, et ensuite des begins, et en arrivant à Dissonance, c'était vraiment intéressant, justement pour montrer cette mixité, parce que Dissonance, c'est un groupe qui a une musique très, très développée, très, très mixte. Donc c'était très intéressant. On a vraiment bien fusionné dans ce sens. Et pourquoi un concert en solo? Parce que bon, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut voler de ses propres ailes. Hein. Il faut y aller, il faut se lancer. C'est pas évident parce que c'est beaucoup de travail. Et puis il faut aussi comprendre. Je pense que il y a un message à donner. Donc tout ça, ça se construit. Ça s'est construit sur des années et maintenant je me sens prêt pour ça. Une dernière chose, ce récital, ce sera uniquement du Damien Théophile ou bien il y aura d'autres compositions, d'autres personnes ou d'autres musiciens? Comment ça va s'organiser? Non, je suis en solo, oui, sur des airs qui seront des airs européens, des airs caribéens, dans le genre classique et aussi traditionnel, des begins, des danses aussi afro-cubaines. Et quelques-unes de mes compositions, parce que tout ça, finalement, finit par me donner des idées, et puis je compose un peu. Ce récital, c'est le début d'un tour? J'espère, en tout cas. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, et puis on invite les Guadeloupéens à être nombreux à ce voyage musical d'un Caribéen, musicien, qui en joue depuis l'âge de 7 ans, et qui est un expert, parce que pour l'avoir écouté, je peux vous assurer qu'on a de très bons pianistes en Guadeloupe. Il est dans le haut niveau des bons pianistes guadeloupéens, côté de Lesel, Belrose, enfin, etc. Des gens qui, avec cet instrument, ont mis notre musique à un niveau très élevé. Merci en tout cas d'être venu. Merci, Danick. Merci beaucoup. Et bon concert. On va se tourner vers Barbara. Tout de suite, on met son générique et on part à la rencontre de soi et on va se fier à son intuition. À tout de suite.
Barbara, bonjour et merci d'être là. On est bien content de te revoir quand même. Bonjour, ça va, ben la oui. santé, ça va mieux? Ça va mieux. Merci bon, beaucoup. Tant Danick. mieux. Alors, on va partir sur la rencontre de soi, mais se fie à son intuition, ce qu'on appelle quelquefois le sixième sens, c'est ça? Ah, exactement. La petite musique qu'on entend. La petite voix, le sixième sens, des personnes qui vont dire qu'elles ont des prémonitions aussi, Oui. puisque selon l'individu, ça peut être plus développé que d'autres. Mais en tout cas, ça existe, c'est là, et c'est une vraie puissance. Et d'ailleurs, Danick, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que ça t'est arrivé de te dire, ah mince, j'aurais dû m'écouter, hein, j'aurais dû faire confiance à mon intuition? C'est plutôt à l'envers, moi, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'un ami, un cousin qui venait d'acheter une voiture très rapidement et qui me dit, bon, Danick, viens avec moi, je vais essayer la nouvelle voiture. Oh, je lui dis, j'ai pas trop envie d'aller. Il me dit, mais si, nous, ils font coup. Et puis finalement, je suis pas allé, il a fait un accident. Ah oui. Donc, quand j'ai écouté ma petite voix me disant de ne pas y aller, et malheureusement pour lui, enfin, il n'est pas mort, mais enfin, il m'a dit, ça rend des gars boués. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'est vrai, hein, souvent comme ça. Ben, tu vois, là, c'est vraiment l'exemple qui marque, hein, qui marque les esprits. Et je pense que tout un chacun, j'imagine que Damien aussi, j'écoutais son témoignage tout à l'heure. Donc, ça parle de la construction. Tu as parlé de la construction identitaire de toute une vie. Je pense qu'il y a dû avoir aussi une forme de dualité entre justement l'image qu'il fallait que tu aies, ce que tu as voulu, voilà, ce à quoi tu as voulu tendre et ce que tu fais aujourd'hui. Bravo pour ça. Et c'est vrai que tout un chacun, en fait, on est amené dans une forme de dualité de savoir, bon, je vais écouter. Est-ce que déjà je vais l'entendre, puisque ça dépend aussi de comment je suis, dans quel état je me sens. Est-ce que je vais faire confiance à cette petite voix ou Kayo-Kedi, Kayo. Il y a tellement de facteurs qui finalement vont entrer en compte qu'on peut passer à côté de cette petite voix. Mais pour le coup, heureusement que tu as écouté cette... D'une manière générale, j'écoute toujours ma petite voix. Ça, je ne cache pas. Ça me permet de me projeter un peu. Et j'ai eu à me rendre compte au fil des années que quand la petite voix me disait de faire ou de ne pas faire, quand j'écoutais, ça marchait. Ah. Donc, merci pour ce partage. Ah oui, non, mais ça fait partie de ma personnalité et je me dis même quelquefois c'est presque un petit don de pouvoir prévoir. Exactement. Oui. Pré-sentiment, prévoir, exactement. On est d'accord, Danick. Et bien, ce que je te propose justement, sans transition, c'est de voir ensemble, comme d'habitude, une petite définition pour qu'on soit au clair sur ce qu'on appelle l'intuition. Oui. Alors, l'intuition, donc toujours le Larousse, je trouve que c'est une bonne base. Après, chacun fait comme il lui convient. Alors, c'est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Alors, si on prend aussi une autre, la deuxième définition, donc ce sera un sentiment qui est irraisonné, qui n'est pas vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une intuition, on va avoir ce sentiment sans pour autant expliquer. Cette petite voix, elle sera présente, elle sera là, elle va nous dicter que faire, mais pour autant, on n'aura pas nécessairement le pourquoi. Ou que ne pas faire, exactement. Que faire ou ne pas faire. Mais on n'aura pas nécessairement le pourquoi tout de suite. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas si simple. Moi, j'aime bien parler de sagesse du cœur. Parce qu'il y a un lien entre justement cette intuition qui va être la voix du cœur. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Danick, on va parler de la voix intérieure, on va parler d'une forme aussi d'intelligence émotionnelle, parce que finalement, quand on est dans une phase où on écoute son intuition, eh bien, ça veut dire qu'on aura réussi aussi à réguler, je vais dire, à gérer ses émotions. Parce que quand on sera dans les émotions, imaginons que ce soit la colère ou la peur, on ne pourra pas entendre cette petite voix qui nous donne une petite alerte. Ne fais pas ci, ou encore fais ci, c'est la voix. On ne sera pas en mesure de le faire. Donc, c'est vrai que cette petite voix, finalement, est un atout, est un allié, est une puissance, et c'est certain, sera beaucoup plus développée. Notamment, tu as parlé de personnalité pour toi, donc merci pour ce partage. Eh bien, les personnes notamment qui sont très sensibles au niveau hypersensible, très sensibles au niveau des émotions, qui ont aussi ce côté où ils pourront développer ce sens intuitif. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que ça demande à être développé. C'est une boussole. C'est ça, une boussole. Boussole, on est bien d'accord. C'est une boussole. C'est une boussole. Et quand tu parles de boussole, j'aimerais apporter cet éclairage. En fait, plusieurs neuroscientifiques ont fait des recherches ces derniers temps. Quand on parle de boussole, on parle du cœur, on a parlé beaucoup du cœur. Eh bien, il semblerait que le cœur est un système nerveux. Voilà, donc ce qui permet en fait on a le cerveau évidemment, mais en fait on va définir ce cœur comme étant un deuxième cerveau.
Et quand on regarde bien, souvent quand on a une intuition, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. L'intuition va être reliée à notre cœur. Oui. Si par exemple c'est une alerte pour un danger, on va sentir quelque chose se passer à l'intérieur, au niveau du cœur. Ça demande aussi d'être beaucoup plus attentif à soi. Comme je disais, il faut s'écouter, il faut son corps, s'écouter. écouter son esprit, écouter son cœur. C'est ça, exactement. Et donc cette fameuse capacité, hein, on va dire qu'on a en plus ce sixième sens, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, eh bien plus on sera en phase avec, et plus on pourra écouter son intuition dans tous les choix que nous pourrons faire, et évidemment avoir des idées ingénieuses, parce que nous avons tous en nous une capacité de créer, ça c'est propre à l'homme, et plus on est en phase avec l'intuition, plus l'intuition nous portera vers le fait de ne pas faire de mauvais choix, ou encore de faire des choix qui vont nous conduire à une élévation. Chacun verra ce qu'il veut, hein, s'élever d'une manière ou d'une autre, peu importe ses croyances, mais en fait l'intuition est là pour nous pousser à aller vers le mieux. Et Danick, tu sais, il y a des points quand même qui, selon moi, je ne sais pas ce que tu en penses, qui peuvent nous bloquer, en fait, à être en phase avec l'intuition. Oui. C'est ce qu'on va voir rapidement ensemble. Les facteurs qui vont nous empêcher, eh bien, ça va être les influences extérieures. Tout à l'heure, je disais, eh bien, par exemple, si on a été habitué dans notre éducation à ce que papa, maman, frère, sœur, ou même dans l'environnement professionnel, à ce qu'on nous dicte quoi faire et que nous, par exemple, on a eu l'habitude de faire tout simplement, d'obéir ou d'acquiescer ou d'être d'accord. Donc, ça fait partir de l'enfance, même aussi à l'âge adulte. Eh bien, ça fait partie des facteurs extérieurs qui vont nous empêcher, finalement, de pouvoir écouter cette petite voix qui nous dira quelle direction prendre. C'est un exemple de premier facteur. Il y en a plein d'autres. Hein. On a parlé de l'ego. On a fait une chronique sur l'ego, si tu te rappelles. Notre ego, justement, qui est un genre d'écran, hein, c'est ce qui va nous masquer qui nous sommes réellement. Ce fameux écran qu'on aura mis, bien justement, par rapport à tout ce qu'on aura vécu. Donc, les difficultés, ce qu'on aura entendu, notre éducation, etc. Mais l'ego peut nous empêcher aussi, surtout s'il a été blessé, chatouillé, d'écouter la petite voix. Un exemple, hein, j'ai machin, en colère, avec madame là, en colère, en colère. Mais la petite voix te dit, mais envoie-lui un petit message, c'est pas grave, envoie un message, c'est tout, hein. Ouais. Mais comme l'ego est déjà bien, il est bien présent, il est bien fort là, donc il y a cet ego-là qui va nous empêcher finalement d'écouter la petite voix, et bien il est bloquant. Il va nous empêcher de faire le pas vers la personne. Alors qu'en faisant ce petit pas, et bien ça règle le problème. Il n'y a plus d'histoire, c'est bon, c'est terminé. Donc on prend l'exemple de l'ego, nos peurs, quand on a peur. Quand on a peur, c'est bloquant. Donc si on a peur, même si la petite voix te dit, ça va aller. Encore pire, tu as peur, la voix te dit, ça va aller, mais tu n'as pas de solution, tu n'as rien de factuel. En gros, c'est, ça va, vas-y. Ouais. Non mais... Alors là, vous voyez, c'est toute une gymnastique pour arriver à dépasser cette peur-là et se dire que la petite voix, finalement, elle a raison. Alors, notre agitation, le stress. Il suffit qu'on soit stressé, aigri, et puis nous sommes des êtres humains. Hein. Ça aussi, ça nous empêche. Si on n'arrive pas justement à réguler les émotions, c'est pour faire le lien sur les émotions refoulées. Tout ce qu'on va garder, toute l'amertume, par exemple, j'ai parlé du stress, l'amertume, ces ensembles de choses vont nous empêcher finalement d'être à l'écoute de nous-mêmes et de la petite voix. Et puis les sensations corporelles, ça aussi c'est quelque chose. Ce que je vais ressentir, t'es senti, hein, n'est-ce pas? Oui. Ça, j'ai pris un exemple comme ça pour marquer qu'en fait, eh bien, quand on est dans le senti là, on n'est pas forcément en accord avec cette voix sage qui est l'intuition, qui est la voix du cœur et de la sagesse. Oui. Alors, comment on peut faire la part des choses entre la voix du cœur et tout ça? Alors, la voix on va partir sur la voix du cœur. La voix du cœur, la sagesse du cœur. Oui, c'est ça. Eh bien, la sagesse du cœur, ça va être, tu l'as dit, hein, la petite voix. Pourquoi on dit petite? C'est que c'est pas la voix qui va percer l'écran, comme on est à l'écran. Elle percera pas l'écran. C'est pas la voix qui sera la plus forte, qui va s'imposer. Donc, vous imaginez que je parle pour ce que je prends comme exemple du mental. Hein? Voilà. Donc, cette voix-là, eh bien, justement, elle va être toute douce et elle va nous emmener des émotions positives, va dégager même des hormones, hein, du bonheur, parce qu'elle va être accompagnée d'une assurance qu'on va y arriver. Cette petite voix, plus on est à l'écoute et plus on pourra se dire, on va l'entendre nous dire, ça ira. Ne fais pas ou fais, mais de façon claire, avec peu de mots et de façon stable et calme. C'est ce qu'on va appeler la voix du cœur. L'autre, par contre, ce sera celle qui sera agitée, avec plein d'exemples
plein de raisonnements. C'est cette voix qui va essayer de tout faire pour nous embrouiller des fois aussi et nous empêcher d'écouter cette petite voix sage. Oui. Mais alors, comment on fait pour se fier à cette sagesse du cœur? Alors, on va le voir en quelques points. Il y en a plein d'autres. Hein? Et puis, ceux aussi qui le souhaitent pour aller plus loin peuvent se faire accompagner. Donc, on va le voir en images. Quelques points. Première chose, c'est faire preuve d'amour envers soi-même. On n'arrête pas de le dire. Ça paraît basique, mais c'est la base. Plus je m'aime, plus je suis bienveillante avec moi-même, et bien plus je suis en phase et plus je vais pouvoir m'écouter. Plus je vais pouvoir m'écouter et je vais pouvoir cultiver donc la confiance et l'estime de moi. Ça, c'est la base. Plus j'ai confiance en mes capacités, en ce que je dis, en ce que je fais, plus je m'estime, et bien plus je serai en capacité de mettre des limites aux autres et pour le coup, de plus m'écouter. Alors, je parlais aussi souvent, et je le refais encore, de ce fameux silence pour arriver à faire aussi confiance à ses sens, prendre du temps pour lâcher prise, cultiver la méditation, le silence, la cohérence cardiaque, de façon à pouvoir lâcher prise et pouvoir plus écouter ma voix intérieure, cette fameuse voix du cœur. Enfin, il y en a plusieurs autres, hein, je vais essayer d'aller vite puisque je sais qu'on est pris aussi par le temps. Je peux? D'accord. Oui. Alors, en fait, il va falloir aussi accepter de sortir de sa zone de confort. Quand on sort de la zone de confort, c'est quoi? C'est prendre quelques secondes pour prendre une décision. Oui. Parce que cette fameuse voix, elle est là. Donc, quand on a réussi à faire silence, on écoute sa voix. En quelques secondes, en 3 à 5 secondes, on peut prendre une décision et se faire confiance. Bien sûr, j'ai donné les préalables. Hein? Oui. Agir en adéquation avec ses valeurs personnelles. C'est-à-dire, si je fais un choix et si j'écoute ma petite voix, ce sera forcément en phase avec mon moi profond. Si je suis en décalage, eh bien, je ne vais pas prendre la décision. Ce n'est pas la peine. Donc, je diffère. Je vais dire, ben, je vais réfléchir encore. Je vais prendre ce temps pour pouvoir réfléchir, savoir ce que je vais décider. Et puis, faire ce qui me tient à cœur, c'est indispensable. On parle du cœur, donc ce que je vais prendre comme décision doit me tenir aussi à cœur dans mes actions au quotidien. Faire ce que j'aime, ce qui me correspond. Ça demandera au préalable, comme je l'ai dit, hein, de prendre du temps pour s'aimer, prendre confiance, s'estimer, et ce sera beaucoup plus simple de faire ce qui est important pour moi. Et puis, j'ai le petit bonus, c'est la permission. C'est OK de ne pas forcément être tout le temps en phase avec son intuition, ça s'apprend, hein. Voilà, je pense que c'est l'apprentissage d'une vie. Eh bien, je peux tout à fait me permettre d'analyser les conséquences du choix A ou du choix B que je ferai de façon factuelle, de manière à pouvoir me décider si je ne suis pas encore totalement en phase avec mon intuition. Voilà. Avec ça, on réussit? Eh bien, avec ça, on doit, et je le pense sincèrement, qu'on arrive à être plus en phase avec son intuition et puis à s'y fier. Bien. Mais ma petite voix me dit que le ZCL est terminé. Il va être 14h. On va faire rapidement un rappel des invités qu'on a eu aujourd'hui. On a eu en début d'émission une poétesse, Chantal Clem, qui est aussi écrivaine. Elle a sorti un livre sur Lumina. Elle était invitée au Festival de la Poésie. Elle nous a fait un petit show en direct et on a apprécié. Ensuite, elle est l'auteur de Moi, Lumina Sophie. C'est l'équivalent de, on veut dire, de Solitude en Martinique. On a reçu aussi Emelina Adimar à la BC des entreprises qui a expliqué comment on monte une entreprise. Il faut prendre le temps de voir un expert comptable et faire le point sur ce qu'on veut faire, parce que souvent on se lance dans l'entrepreneuriat sans connaître les règles de base et on se fait avoir. Et elle a bien expliqué ça, c'était très intéressant aujourd'hui. Ça l'est toujours. Donc, Damien Théophile, mais pour son voyage musical du Caribéen qu'il est, ce sera le 10 mars à Sonnis. On sera là pour écouter ça. C'est en solo et au piano. Et c'est un pianiste, j'ai envie de dire Caribéen. Il a joué à Cuba, je ne savais même pas. Et il joue de la bonne musique. Moi, j'ai écouté. Avec Barbara, on a écouté la petite voix intérieure et c'est important. Et on pense que d'une manière générale, il faut prendre le temps. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là où j'écoute d'abord ma petite voix avant de prendre une décision. Sinon, l'actualité, c'est la mobilisation générale des syndicats, aussi bien en France qu'en Guadeloupe. On a entendu Favel, on a entendu Divron, on a entendu Maroudin, Domota aussi, les syndicats de l'éducation, une grosse mobilisation qui prélude à d'autres mobilisations. On n'aura pas le temps aujourd'hui de voir la signature des contrats locaux d'accompagnement. On y reviendra probablement ce soir dans l'émission de Harold. Et puis on se prend rendez-vous demain. Demain, c'est la journée internationale des femmes. Il y aura une émission spéciale comme chaque année à la même heure, entre 13h et 14h, avec les femmes du ZCL, celles qui seront disponibles. On vous donne rendez-vous et on vous dit merci d'être avec nous tous les jours à la même heure. Merci à Barbara, merci à Damien. Et puis bon piano et bon voyage. Allez. Et c'est Jordan qui était à la réalisation.
Et l'assistante Stéphane, voilà pour aujourd'hui, à demain.